Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur les piles, les électrolyses et les accumulateurs. Nous allons y détailler le fonctionnement de ces différents dispositifs. Alors ce sont des notions que l'on peut retrouver dans le programme de bac professionnel, notamment au niveau des modules de cycle terminal, T3, comment protéger un véhicule contre la corrosion, et T4, pourquoi éteindre ses phares quand le moteur est arrêté, avec notamment la différence entre une pile et un accumulateur. Commençons par les piles. Une pile est un dispositif chimique capable de fournir de l'énergie à un circuit extérieur sous forme d'électricité. Au niveau chimique, la transformation est naturelle, spontanée. Elle a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Pour fabriquer une pile, il faut deux demi-piles qui sont composées d'un métal et de l'ion métallique correspondant qui constituent l'électrolyte. Elles sont reliées par un pont salin qui va permettre de fermer le circuit et d'assurer la circulation des charges. Je vous propose d'aller voir l'animation du site Australo pour avoir un exemple. Il est possible de modéliser une pile selon le schéma suivant. De gauche à droite, on note les éléments constitutifs de la pile en partant du pôle moins pour aller jusqu'au pôle plus. L'électrode M1 correspond au premier métal qui trempe dans une solution contenant l'autre composé du couple redox, M1N+. C'est souvent donc l'ion métallique correspondant. On les sépare par un trait vertical qui symbolise la frontière métal-solution aqueuse. Le pont salin est représenté par deux traits verticaux. On symbolise ensuite la seconde demi-pile en partant de l'espèce en solution, l'ion métallique correspondant au deuxième couple, pour finir par le métal M2 qui constituera le pôle plus. Ceci est une pile assez simple, cette chaîne électrolytique bien évidemment peut se compliquer. Aux bornes de la pile, il y a une tension non nulle. La force électromotrice de la pile est définie comme étant la différence entre le potentiel du pôle plus moins le potentiel du pôle moins. Elle est donc toujours positive. C'est l'indication que l'on peut lire sur une pile du commerce. Lorsque la pile débite, c'est-à-dire lorsqu'elle se décharge, dans une résistance par exemple, le système est hors d'équilibre. Il évolue jusqu'à ce que le quotient de réaction soit égal à la constante d'équilibre de la transformation redox. Il est possible de calculer la quantité d'électricité mise en jeu au cours de la transformation. Elle est égale au produit de la constante de Faraday, F, par la quantité de matière d'électrons échangés. Mais toutes les transformations redox ne sont pas naturelles et spontanées. Les électrolyses, très utilisées dans l'industrie, sont des transformations forcées, qui nécessitent de l'énergie pour se produire. On observe alors des transformations aux électrodes lorsqu'on fait passer un courant dans une solution conductrice. La prévision de ces transformations est délicate, car elle combine facteurs thermodynamiques, liés au potentiel standard, et facteurs cinétiques qui sont dus à ce qu'on appelle des surtensions. Alors, c'est un petit peu délicat comme notion, donc on va en dire deux mots. Donc, à cause de la vitesse des réactions, on est amené à parler de surtension, c'est-à-dire qu'en fait, il existe une différence de potentiel entre le potentiel réel d'une électrode et le potentiel qui est donné par l'équation de Nernst. Ces phénomènes vont dépendre de la nature, de l'état de surface des électrodes, mais aussi de la composition du milieu réactionnel. En fait, pour faire simple, on peut modéliser un système lent en disant que tout se passe comme si l'échelle des potentiels était modifiée. Et donc, du coup, certaines transformations n'auront pas lieu ou vont nécessiter plus d'énergie que ce que la thermodynamique prévoyait.
Intéressons-nous maintenant à un objet technique qui combine les notions de pile et d'électrolyse. L'accumulateur, qu'on retrouve par exemple dans les batteries de nos téléphones, de véhicules ou autres. Donc un accumulateur électrochimique, c'est un dispositif qui va être capable de stocker de l'énergie chimique et de la restituer sous forme d'électricité. La charge d'un accumulateur s'apparente à une électrolyse et la décharge d'un accumulateur a un fonctionnement en tant que pile. Vous pouvez voir un exemple d'accumulateur sur un diaporama qui a été conçu par Monsieur Dulaurent et qui traite de l'accumulateur au plomb en particulier. Pour terminer cette capsule, je vais vous dire quelques mots sur le phénomène de corrosion. Alors la corrosion, c'est en fait un mot qu'on utilise pour décrire la dégradation d'un matériau. Le plus souvent, c'est un métal. Alors vous savez bien évidemment que c'est un problème, notamment avec la rouille, du fer et de l'acier. En moyenne, ce sont 5 tonnes d'acier par seconde qui disparaissent à cause de la corrosion et donc qui forment des oxydes de fer. On peut aussi reconnaître la corrosion du cuivre à la formation de verre de gris sur des toits, par exemple, de monuments parisiens. Alors, cette corrosion, elle peut être de nature chimique, comme par exemple la corrosion dans un gaz sec, comme le dichlore, on parlera de corrosion sèche, ou alors électrochimique, comme la rouille par exemple, et c'est cette partie-là qui va nous intéresser particulièrement, puisqu'elle fait référence à des notions que nous venons de voir précédemment. En effet, il va se former des micropiles à la surface du métal corrodé. Elles sont dues à des hétérogénéités du métal, des déformations, des impuretés ou du milieu. Par exemple, il y a plus d'oxygène sur la ligne de flottaison d'un bateau qu'en profondeur. Sur le schéma, vous pouvez constater un morceau d'acier. Il va y avoir oxydation du fer en ion Fe2+, et réduction du dioxygène dissous, plutôt à la surface d'ailleurs, en H2O. La corrosion est un phénomène du coup contre lequel on essaye de lutter activement. Alors on peut protéger un métal de plusieurs manières, par revêtement. Alors ce revêtement pourrait être passif ou métallique. Si on dépose une peinture ou un métal moins réducteur que celui à protéger, alors la couche devra être étanche. Si le métal utilisé comme protection est plus réducteur cette fois-ci que le métal à protéger, à ce moment-là, on l'appellera anode sacrificielle, car c'est lui qui sera oxydé. C'est l'exemple des blocs de zinc qu'on pose sur la coque des bateaux. Une autre méthode de protection contre la corrosion, c'est la protection cathodique. Alors le métal à protéger va être relié à un générateur et du coup on va imposer un potentiel inférieur à ce métal par rapport au potentiel d'une anode qui, elle, sera renouvelée périodiquement au fur et à mesure de son usure. Ça permet comme ça par exemple de protéger des canalisations. Il existe d'autres types de protection par passivation, par parkérisation, etc. Si vous voulez plus de détails, il vous faudra faire des recherches. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.